Bonjour à toutes et à tous, une séquence aujourd'hui consacrée au calcul des congés payés. Alors le calcul des congés payés, vous maîtrisez ça bien sûr, la période de référence, les jours de travail effectifs, les absences, est-ce qu'on les prend en compte ou pas, voilà ce dont on va parler sur cette séquence. On va refaire le point donc, sur les méthodes de calcul donc, des congés payés. Revenons sur notre cas pratique du jour et une histoire, une question plutôt posée par Rosa qui nous dit qu'elle a été absente 3 mois entre janvier et mars dernier, absente pour maladie. Et elle vient d'apprendre que cela risque d'avoir une incidence sur le calcul de ses congés payés. Apparemment, elle risque de perdre, c'est ce qu'on lui aurait annoncé, elle risque de perdre 7 jours et demi ouvrables de congés payés l'an prochain. Et donc, elle est absolument affolée. Elle vous demande si c'est vrai, elle vous demande de lui expliquer ce qui se passe. Et bon, elle qui n'a jamais été absente depuis qu'elle travaille dans cette entreprise, hormis ces 3 mois. Donc, expliquez-lui comment on compte les congés payés et si donc la période de maladie doit être prise en compte ou pas. À voir. Alors, comment sont calculés les congés payés? Je ne vous apprends rien certainement. Les salariés acquièrent 2 jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur, ce qui correspond en fait à 30 jours ouvrables par an, soit 5 semaines, donc pour une année complète de travail, bien sûr. Alors, ça, c'est ce que prévoit le Code du travail. Maintenant, les accords collectifs peuvent aussi prévoir plus de jours de congés payés, notamment liés à l'ancienneté. Le cas échéant, le salarié peut acquérir plus de jours en fonction de 5 ans, 10 ans d'ancienneté, etc. Alors, qu'est-ce qu'on entend par année complète de travail? Eh bien, l'année complète, elle est déterminée à partir d'une période de référence qui, en principe, commence le 1er juin de l'année précédente et se termine au 31 mai de l'année en cours. Alors, des dates différentes peuvent être fixées par accord collectif d'entreprise, d'établissement ou de branche, et il est vrai que dans certains secteurs, comme le BTP ou le spectacle, la période de référence ne va pas donc du 1er juin au 31 mai, elle va du 1er avril de l'année précédente au 31 mars de l'année en cours. Et c'est cette période donc, de présence du salarié dans l'entreprise qu'on va donc comptabiliser son droit à congé payé pour l'année suivante. Les absences sont-elles prises en compte pour déterminer ce droit à congé payé donc, du salarié? Alors, certaines oui et d'autres non. Alors, lesquelles? Oui. Celles qui sont prises en compte pour comment dirais-je, calculer le droit à congé payé, c'est-à-dire celles qui correspondent finalement à du temps de travail effectif, comme si le salarié n'était pas absent. Ce sont les périodes de congé elles-mêmes, les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires, les jours de repos qui sont acquis, les fameux jours RTT acquis dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail, les congés de maternité, de paternité et d'adoption, les congés pour événements familiaux, mariage, Pax, jour de naissance, etc. Il y en a d'autres, ne partez pas. Les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue d'1 an. Également les congés de formation, comme le congé de bilan de compétences, le congé individuel de formation. Et également sont pris en compte les périodes de rappel ou le maintien au service national. Donc, pour toutes ces situations d'absence que je viens d'évoquer, on va considérer que cette absence doit continuer à être comptabilisée dans le droit à congé payé, comme si, finalement, le salarié continuait à travailler dans l'entreprise. À l'inverse, quelles sont les absences qui ne constituent pas du temps de travail effectif et, autrement dit, vous l'avez compris, qui peuvent entraîner finalement une baisse du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié peut avoir droit? Alors, il s'agit des périodes d'arrêt de travail pour maladie, des périodes de grève, du congé parental à temps plein, du congé de présence parentale, du congé de solidarité familiale ou bien des périodes de mise à pied qui sont prononcées à l'encontre du salarié. Donc dans ces 5 cas de figure, on considère que l'absence du salarié ne va pas être prise en compte et que cela pourra donc avoir une incidence sur le calcul des droits à congés payés, dès lors que les absences sont longues, vous allez le voir. Parce que, question, est-ce que l'absence aura forcément une incidence sur le calcul du droit à congé? Eh bien, pas forcément. Pourquoi? Parce qu'il y a une méthode de calcul des congés payés qui nous dit que toute période équivalent à 4 semaines ou 24 jours est assimilée à 1 mois de travail effectif ouvrant droit à
2 jours et demi ouvrables par mois. Et donc en réalité, 48 semaines de travail effectif, absence assimilée incluse bien sûr, c'est-à-dire congé maternité, etc. 48 semaines de travail effectif durant notre période de référence, 1er juin, 31 mai, suffisent pour acquérir les 5 semaines de congés payés. Autrement dit, même dans le cadre d'un mois, si le salarié a 1 ou 2 jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif, ça ne lui fera pas forcément perdre son droit à congé, puisqu'on vous dit c'est toute période équivalente à 4 semaines ou 24 jours ouvre droit à, finalement, est considérée comme un mois et ouvre droit à 2 jours et demi, donc ouvrables. Et les jours de fractionnement, on n'en a pas encore parlé. Alors, ça c'est encore une autre technique prévue par le Code du travail qui précise que la prise des 4 semaines de congés payés du congé principal peut être fractionnée. Autrement dit, le salarié, donc, il a droit à 5 semaines. Mais 4 semaines qu'il doit prendre sur une période déterminée par l'entreprise, qui est la période dite de prise du congé légal. Sur cette période qui, en principe, on y reviendra, va du 1er mai au 31 octobre, il doit poser normalement, enfin, il peut poser jusqu'à 4 semaines de congé. S'il en pose moins, il pourra, le cas échéant, acquérir des jours de congé supplémentaires qu'on appelle les jours de fractionnement. Alors, c'est un accord collectif aussi qui peut préciser les conditions donc, qui permettent aux salariés d'avoir droit à des jours de congé. Et à défaut d'accord, voilà ce que dit le Code du travail. Le salarié aura droit à 2 jours de fractionnement, c'est-à-dire à 2 jours de congé supplémentaires, s'il prend au maximum 18 jours de congé, c'est-à-dire 3 semaines, une semaine de 6 jours, fois 3 semaines, entre le 1er mai et le 31 octobre. Donc, c'est-à-dire dans cette période légale de prise du congé principal. Et le salarié pourra, entre parenthèses, gagner 1 jour s'il prend entre 19 et 21 jours ouvrables de congé payé entre le 1er mai et le 31 octobre. Donc, au salarié de compter et de voir le nombre de jours dont il peut avoir besoin ou qu'il veut poser, mais donc il peut être intéressant de poser un maximum de 3 semaines pour justement gagner 2 jours. Ce qui veut dire qu'à partir du 1er novembre, à la fin donc de la période légale du congé principal, à partir du 1er novembre, il restera donc au salarié la 5e semaine de congé, la 4e semaine s'il n'a pris que 3 semaines, plus 2 jours supplémentaires au titre du fractionnement, si on est donc dans cette logique-là. Voilà, vous avez compris? Oui, bien sûr, maîtriser les jours de fractionnement, n'est-ce pas? Alors, revenons sur l'histoire de Rosa. Rosa, elle a eu 3 mois pleins d'arrêt de travail. 3 mois pleins d'arrêt de travail pour cause de maladie. Est-ce que cela a une incidence sur son droit à congé payé? On a bien peur que oui. Alors, que répondre à Rosa? Oui, effectivement, 3 mois complets d'arrêt maladie. L'arrêt maladie, a priori, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, donc cela risque effectivement de faire perdre à Rosa 7 jours et demi de congé, c'est-à-dire 2 jours et demi par mois multiplié par 3. Sous réserve, attention, c'est ce que faut lui dire pour la rassurer, sous réserve que dans son entreprise, on ait des modalités plus favorables de comptabilisation du droit à congé, et notamment sous réserve qu'on considère que les périodes d'absence pour maladie doivent être comptabilisées dans le droit à congé. Et donc à voir donc, avec son entreprise. Voilà pour cette séquence, et on rendez-vous sur une autre séquence pour continuer à parler donc, des congés payés.